Alors, Yves, il y a des choses que tu as dit qui étaient extrêmement intéressantes, moi en tant que formateur qui me percute beaucoup. Mais avant de parler de ces choses-là, toi, la précision du langage est important. Moi, je parle souvent de pédagogie, mais on ne devrait pas parler de pédagogie quand on s'adresse à des adultes. Si on est puriste au niveau des sciences de l'éducation, dès lors que tu travailles avec des adultes, on va parler d'andragogie, c'est-à-dire l'enseignement pour les adultes. Mmh. Mais c'est pas tant ça qui est important en fait. C'est du langage. Ce qui est important, c'est la manière dont tu t'y prends pour permettre à des adultes, que ce soit en présentiel ou en distanciel différé, ce qu'on appelle communément aujourd'hui le digital, pour qu'eux-mêmes montent en compétences. Et justement, par rapport au contenu qu'on peut apporter, tu fais une distinction qui était assez intéressante sur la notion de bruit, d'expérience. Est-ce que tu peux nous parler de ces notions ? Comme toi, ça fait très longtemps que je pratique la formation et j'avais tendance, quand j'étais un débutant, c'est-à-dire il y a 20 ans de ça, de vouloir donner énormément. Or, si tu donnes énormément, tu gaves les gens, au sens premier du terme. Tu les gaves de connaissances, enfin, tu les gaves de savoir, parce que tu cherches à te rassurer en te disant si je leur donne beaucoup, ils sauront beaucoup, ils pourront pratiquer. Nous avons tendance à oublier que nous sommes une culture dont la langue, ce qui est une langue alpha-syllabaire, c'est une langue qui pense. Nous pensons en concept. Et nous passons notre temps à passer en concept. Je me fixe des objectifs. Je voudrais atteindre tel résultat. Je veux réussir. Et dès lors que tu demandes aux gens qu'est-ce que tu dis quand tu dis objectif, très vite les gens ne savent pas quoi dire. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent des mots conceptuels, des signifiants, ce qu'on appelle en sémiologie, dont ils ne connaissent pas le signifié, c'est-à-dire ils ne savent pas à quoi ça renvoie. Et les experts font pareil, c'est-à-dire qu'ils se mettent énormément en scène, et finalement, dans certains cas, ils font beaucoup de bruit, c'est-à-dire que le bruit, c'est lorsque ça devient chaotique, c'est-à-dire lorsqu'on ne suit plus la personne, c'est-à-dire qu'elle-même ne se suit plus. Tu vois ce que je veux dire, pour le coup ? Alors que quand tu enseignes, tu n'apprends pas aux gens, tu leur enseignes, eh bien, en tout cas, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai raison, mais en tout cas, c'est avec l'étude, les voyages, la recherche, que je suis arrivé à cette manière de travailler, qui n'est aussi que la continuité d'autres chercheurs ailleurs. Je respecte des choses extrêmement simples, des principes très simples. Le premier principe, c'est est-ce que ce que je vais dire va être expérimentable ? Si ce que je dis n'est pas expérimentable, alors je me tais. Alors que souvent, nous disons aux gens beaucoup de choses, tu vois, dans ce que je viens de dire là, nous disons aux gens beaucoup de choses, d'accord ? Or, ces beaucoup de choses ne montrent rien. Donc, ce que je dis doit être expérimentable, donc je dois pouvoir le montrer. Et c'est pourquoi je cherche vraiment à avoir dans mon discours et dans mes actes ce qu'on appelle un acte ou un discours figuré. Au sens asiatique du terme, au sens de la langue asiatique principalement, ou qu'on retrouve aussi chez les Inuits, c'est ce qu'on appelle des langues syllabaires. Des langues de caractère, des langues qui montrent quelque chose. Tu vois ? Alors que si on reste dans notre langue alpha-syllabaire, eh bien, on va dire ouais, vous êtes super, vous pouvez faire des choses formidables, je crois en vous. Mais c'est comme si tu mettais une injonction d'adrénaline à quelqu'un, parce que je dis, tout le monde le sait finalement. Les gens sont super motivés le temps de la séquence, et puis quand ils se retrouvent tout seuls, eh bien, ils ne savent plus. Et pire, ça se retourne parce qu'ils disent, voilà mon Dieu, je suis dépendant. Tu vois ? Si nous sommes dans un processus andragogique, la règle numéro 1, c'est je ne dois pas mettre l'autre en dépendance de moi. C'est un principe fondamental de l'enseignement. Mais je dois au contraire amener l'autre à de l'autonomie, autonomos, qui renvoie littéralement à celui qui tue le maître, c'est-à-dire au sens premier, celui dont la capacité de produire son propre savoir lui permet de s'émanciper du maître détenteur du savoir. Ok ? Alors qu'aujourd'hui, et je comprends, c'est un business, et je le dis aussi pour moi, mais même si dans le travail que je réalise avec Vincent sur Zérudi, quand je fais un programme, je ne me dis pas qu'est-ce que je pourrais leur vendre après. D'accord ? Je vais plutôt me dire en quoi ce que je vais mettre en œuvre pour les personnes qui vont finalement faire confiance à ce programme-là, va leur permettre d'être autonomes, autonomos, va leur permettre de pouvoir expérimenter, c'est-à-dire mettre en pratique concrètement, et qu'ils décrochent leur première victoire. C'est-à-dire que ce qui fait qu'un individu devient
pleinement autonome et compétent. Qu'est-ce que la compétence? C'est un comportement intentionnel. C'est un mode opératoire intentionnel. Ça veut dire qu'il est en capacité intentionnellement de produire, de reproduire un processus opératoire qui va conduire à un résultat évaluable. Et c'est cette évaluation, c'est-à-dire cette observation des écarts entre le comment j'étais quand j'ai commencé et le comment, non pas je suis, mais qu'est-ce que je suis capable de produire aujourd'hui, qui montre la distance, au sens réel du terme, entre au début quand j'ai amorcé et aujourd'hui. Et c'est cet écart-là que doit travailler l'enseignant, l'expert ou qui que ce soit. Si je ne prends pas en compte cet écart, cette distance, spatio-temporelle, qui fait que la personne doit acquérir avec moi, en tout cas, quand je dis doit, je fais attention, bien sûr, c'est pas une injonction, mais mon job, pour le coup, en tant qu'enseignant, si je me pose dans la dimension de 0-10, c'est me dire ce que je dois proposer aux personnes doit être, donc je me répète, mais j'insiste, des basiques, c'est 1, c'est expérimentable, 2, c'est figuré. Ça veut dire quoi figurer? La personne doit pouvoir émuler mentalement l'image, le son, bref, le sensoriel qui va avec l'image. Nous parlions, toi et moi, tout à l'heure, de la métaphore. Avantage, inconvénient de la métaphore. D'abord, une vraie métaphore n'enferme pas l'individu dans l'image. Sinon, c'est une allégorie. D'accord? Le complexe d'Oedipe, ce n'est pas une métaphore, c'est une allégorie. Donc, la métaphore doit permettre à l'individu de trouver de l'espace, de l'application dans l'image. C'est pourquoi, règle, me semble-t-il, importante de la métaphore, c'est de ne pas trop l'expliquer. Tu vois, si je commence déjà à expliquer ma métaphore, eh ben, je l'allégorise, c'est-à-dire que je la vide de sa substance et je prive l'autre, finalement, de pouvoir trouver l'espace dans cette métaphore. L'inconvénient de la métaphore, c'est quand elle ne reste qu'une image. La métaphore doit être suffisamment figurative pour être expérimentable. Sinon, on reste dans la fantasia, au sens premier du terme, c'est-à-dire on reste dans le rêve, on reste dans l'image, on reste dans l'imaginaire de « Ah ouais, ça me parle », tu vois, « Ah, ça me parle », l'autre dit « Ah, c'est beau ce qu'il me dit ». Ouais, mais c'est inutile. Alors justement, il y a une métaphore qui est importante pour toi, c'est la métaphore du chercheur d'or. Je crois que c'est la première grande métaphore que j'ai élaborée il y a 18 ans de ça. C'est un accident, cette métaphore, qui a donné lieu d'ailleurs à Louis de Vieux-Continent, puis Ambre, puis Aquila, tu vois, aux éditions Ambre. Elle est née d'une anecdote très, très simple, en fait, que tous les formateurs connaissent ou connaîtront ou ont connu. J'étais en intervention pour une grande entreprise et je devais parler de la communication. Et dans ce discours de la communication, j'explique, donc j'ai terminé tous mes débuts, la différence entre l'écoute passive et l'écoute active. Bon. Une dame lève la main et me dit « Yves, ok, c'est très intéressant, mais je ne comprends pas concrètement comment je peux en servir. Donc c'est quoi la communication ?» Alors j'avais 100 personnes en face de moi, tu vois. Donc, je prends le temps de me taire. Et je suis resté, sincèrement, 1 minute 30 dans le plus grand silence avec 100 personnes en face. Donc 1 minute 30, c'est très long. Mais je savais que je n'avais pas le droit de me tromper. Enfin, je peux me tromper, mais c'est embêtant. 100 personnes, c'est embêtant. Bon, bref. Et l'image, non pas soudain, mais l'image mature et s'amorce à mon esprit et je vois un chercheur d'or avec son ami. Et c'est ça. Et je lui dis, bah, écoute, voilà, je vais raconter une histoire. Je suis rentré, ce qui est venu beaucoup plus tard, ce qu'on appelle le storytelling. J'ai commencé à raconter l'histoire, finalement, cette mise en narration, cette mise en intrigue de ce chercheur d'or. C'est quoi le principe du chercheur d'or? D'abord, il veut trouver de l'or. Pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il a son ami. D'abord, il va repérer le lieu où il y a du potentiel d'or. Et puis, il va d'abord enlever les graviers. Les graviers, et dans mon esprit à l'époque, j'avais gravier, j'avais généralité. Donc, les généralités, c'est tout ce qui n'est pas utile. Tout ce qui parle de moi qui n'est pas utile. C'est-à-dire, j'ai 3 enfants, j'ai une grosse maison, j'ai une grande maison, j'ai une grosse voiture, j'ai un gros salaire. Tout ça, c'est pas utile. C'est des besoins, ça me gargarise, tu vois, ça me met en valeur, mais ce n'est pas utile. Puis, sous les graviers, j'ai donné l'image de la vase. La vase renvoyait littéralement au paradigme, à nos croyances. Je crois, je pense, je suis sûr.
C'est tout ce qui fait, d'ailleurs, me semble-t-il en tout cas, hein, les experts me pardonneront, je l'espère en tout cas, c'est peut-être le travers de celui qui croit qu'il sait. Et cette croyance finit par l'amener à parler en injonction. Vous devez, si tu fais ça, tu vas avoir. Comme si c'était forcément ça. Je faisais la même chose il y a 20 ans. Hein. Et puis les voyages, et puis l'étude, m'ont amené à me rendre compte que j'avais été, je pense, un incompétent en faisant ça. C'est-à-dire que j'étais convaincu que ma conviction était forcément celle qu'il fallait poser ou imposer à l'autre pour que, fort de cette conviction, il avance à son tour. Une erreur. J'ai eu des échecs là-dessus, en tant que tel. Et puis sous la vase, il y a le sable, qui était l'image. Le sable, c'est ce sur quoi tu t'appuies en fait, tu vois. Ça devient solide. C'est ce sur quoi on se sert de ça pour bâtir, pour faire du ciment, etc. Bref. Et puis le sable, eh bien, le S de sable, ça devenait le salutaire. Ça renvoyait à quoi? Eh bien, j'ai expérimenté telle situation. Qu'est-ce que j'ai cru dans cette situation? Ça, c'est les généralités. Voilà, j'ai expérimenté la situation, ça c'est la généralité. Qu'est-ce que j'ai cru de ce qui s'est passé? Ça c'est la vase. Si je reste enfermé dans ma vase, si je piétine dans ma vase, bah, c'est comme les sables mouvants, je finis par passer et je ne peux plus en sortir. Et je dois donc arriver, quand je dis dois, non pas dans la jonction, mais dans l'action elle-même, c'est d'arriver à me dire qu'est-ce que j'en retire. Et elle est là la métaphore du chercheur d'or. Le chercheur d'or, à un moment donné, il dit ok, comment je m'appuie dessus? Comment je fouille? Qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que ma technique d'anatomie est bonne? Est-ce que ma technique pour pouvoir chercher l'or est la bonne? C'est ça en fait l'enseignement. Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que je retire? Qu'est-ce que je capitalise? Et puis la pépite d'or, eh bien c'était l'enseignement salutaire capitalisé. Je dirais c'est quasiment, c'est la pépite d'or que l'on taille. Et c'est quoi? Eh bien c'est ce qui devient l'adage. C'est ce qui devient la citation, c'est ce qui devient le proverbe. Eh bien c'est ça, me semble-t-il, c'était la première grande métaphore pratique et applicable que j'ai travaillée. Et j'ai formé, je crois, sur 5000 personnes, sincèrement, de tête à vue de nez, j'ai formé au moins 2700 personnes. J'ai formé des gens dans le lean management, qui sont des processus d'expertise pour optimiser les flux dans la qualité et dans les productions. Pourquoi? Parce que cette métaphore était très basique, au sens premier du terme, elle était basique, elle était simple, elle est toujours simple. Et j'ai beau avoir 20 ans de pratique, je m'en sers encore régulièrement. Ça se traduit par j'ai vécu ça aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai cru que ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai cru pour moi? Qu'est-ce que j'en retire? Donc je l'écris explicitement. Et puis j'épure, c'est-à-dire que j'enlève tout ce qui n'est pas utile. Et je tire l'enseignement fondamental que je vais pouvoir réutiliser. Voilà, ça c'est ce que j'appelle une métaphore, la métaphore du chercheur d'or. Je l'ai laissé comme ça, je l'ai appelé comme ça depuis 18 ans aujourd'hui. C'est certainement la plus ancienne métaphore consolidée par l'enseignement, par la pratique, par la répétition, puisqu'elle a été enseignée à plus de 2600 personnes. Et en fait, quand tu lis Aquila, eh bien, c'est vraiment ça. Aquila, c'est cette histoire de ce garçon, hein, Louis, qui quitte le vieux continent, l'Europe, et qui se rend dans le Grand Nord canadien, parce qu'il veut trouver de l'or. Et avant qu'il trouve l'or escompté, il va expérimenter des situations grâce à un vieux chercheur d'or, un peu grincheux d'ailleurs, et qui va l'amener à expérimenter de nombreuses situations. Et ce sont ces expérimentations qui lui permettent de capitaliser et qui lui permettent de trouver l'or, pas forcément là où il est. Ça va, je suis clair dans ce que je te dis? Tu vois, voilà. Et en tant qu'enseignant aujourd'hui, autant en tant que chercheur qu'entrepreneur, que ce soit avec mes collaborateurs, les clients ou ceux que je forme aujourd'hui dans l'évaluation des talents, je respecte toujours la même règle. Une idée, donc un principe, une expérimentation, et des mots figurés. C'est-à-dire que le mot que j'utilise doit montrer concrètement quelque chose. Si le mot que j'utilise ne montre rien, je l'élimine. Et ça, je crois que c'est la valeur ou la force d'un enseignant, j'allais dire d'un excellent enseignant. Enfin, je fais attention parce que ça pose l'hypothèse de bon et de mauvais. Non, je veux pas, c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire un excellent au sens chinois du terme, c'est-à-dire un enseignant qui a suffisamment pratiqué sa pratique pour être capable d'en épurer l'inutile. Ça va, ça te parle ça?
Ben, je crois que c'est ça qui fera la force d'un expert zérudien, par exemple, ou toute personne qui veut à un moment donné enseigner, même des parents avec leurs enfants, c'est de poser la question, et je pourris la vie des gens avec qui je travaille, hein, tous le diront, d'ailleurs ceux qui vont regarder la vidéo sauriront, c'est même en réunion de direction, hein, c'est est-ce que ce que l'on dit va être utile? Est-ce que ta question est utile? Est-ce que ton propos est utile? Est-ce que ton conseil est utile? Est-ce que tu le donnes parce que tu veux faire des minutes chez érudits? Ou est-ce que tu le donnes parce que concrètement, si je le mets en application, je vais avoir un résultat? C'est ça ta règle en tant qu'enseignant, en tant que tel. Voilà ce que je pourrais dire sur cette clé, me semble-t-il, forte. Alors, ce qui est extrêmement intéressant, justement, dans cette démarche et dans les métaphores du chercheur d'or, c'est qu'en tant que formateur, on a toujours la tendance de vouloir en rajouter. Et là, finalement, c'est en enlever pour aller à l'essentiel. C'est aller à l'utile. À l'utile. Parce que l'essentiel, hein, l'ousia, elle est déjà existentielle. Exactement. Alors que, non pas pour te reprendre, cher ami, désolé, c'est l'essentiel m'indiffère. Oui. L'utile m'intéresse. En tant qu'enseignant, et c'est vraiment ça en fait, c'est qu'au final, j'ai enlevé les artifices. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de... Je vais à l'essentiel au sens... Donc du coup, c'est j'enlève tout ce qui est inutile, tout ce qui est peut-être même rassurant, et je vais même jusqu'à dire que je favorise l'indifférence dans mon enseignement, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher dans mon attitude ou dans ma linguistique à avoir un langage qui rassure ou qui met l'autre dans une disposition ou dans une prédisposition dite de bienveillance. Ce terme, je le dis ouvertement, m'agace au plus haut point. Pour raison basique, d'abord parce que les personnes qui l'utilisent ne savent pas ce qu'elles disent. Je leur pose la question. Vous parlez de la bienveillance aristotélicienne, vous parlez de la bienveillance judéo-chrétienne, vous parlez de la bienveillance confucéenne. Et là, soudain, les personnes commencent à devenir blêmes. Donc si vous ne savez pas à quelle obédience vous faites référence, n'utilisez pas des mots qui ne montrent rien. C'est-à-dire que opérez de sorte que votre attitude ouvre de la disponibilité, donc favorise la mise en applicabilité de votre enseignement. Vous n'avez pas besoin de rajouter en plus, un petit peu comme ce maquillage. Un jour, j'avais dit ça à un groupe de femmes avec qui j'étais intervenu. Je dis, ce qui fait pour moi, en tant qu'homme, qu'une femme est justement bien maquillée, c'est parce qu'elle souligne le trait et ne remplace pas la forme. Bien, l'enseignement, c'est pareil. C'est un peu comme un maquillage. Il souligne la pratique, mais il ne compense pas le manque. D'accord. Et précisément, justement, tu m'as repris, je trouve ça extrêmement intéressant sur essentiel et utile, c'est que pour toi, la précision linguistique, c'est un élément essentiel du formateur. Oui, ce sera ma conclusion, parce que je pense à Vincent actuellement qui porte. Oui, ce sera ma conclusion. C'est-à-dire que, et c'est pas pour rien que j'ai fait un doctorat en sémiologie, pour le coup. C'est-à-dire, littéralement, est-ce que ce que je montre, en tant qu'image, en tant que musique, en tant que parole, donc en tant que son, finalement, d'un point de vue acoustique, est-ce que ce que je vais dire va apporter à l'autre une sonorité qui lui donne envie de passer en mode activité? Donc, est-ce que je fais un gros travail depuis des années sur ma sémantique. Et là encore, j'embête tous les gens avec qui je travaille. C'est-à-dire que je n'utilise que des mots qui vont être exploitables d'un point de vue pratique. Je vais utiliser des mots dont je connais fondamentalement l'image, c'est-à-dire ce qu'ils montrent. Et j'évite d'utiliser des mots qui ne veulent rien dire, ce qu'on appelle des mots qu'on appelle des signifiants, qui n'ont pas de signifié, ou des mots dont le signifiant est expliqué par un autre signifiant. D'accord? Du genre, le talent, ce sont des gens remarquables. Non, parce que là, on a un signifiant qui est expliqué par d'autres signifiants. Et ça embrume tout le monde. Donc ma conclusion, c'est 1. J'utilise des mots qui montrent, c'est-à-dire qui signifient une situation observable. 2. Je vais utiliser, je vais mettre les personnes en compétence, c'est-à-dire que je vais les mettre en expérimentation. Et puis 3, je vais favoriser le silence, de sorte que lorsque je parle ou ce que je montre, ça puisse suffisamment laisser de l'espace à l'autre, acoustiquement, sensoriellement et d'un point de vue mental, pour qu'il puisse lui-même émuler la réalité dans laquelle il va pouvoir entrer
pour progresser et devenir autonome. Voilà. Merci. Merci à toi, Claude.